Le Macho Man Randy Savage est un des personnages les plus charismatiques de l'histoire du catch. Entre ses tenues flamboyantes, ses matchs mémorables à WrestleMania et sa manière de parler iconique, il a marqué des millions de fans et est devenu une véritable star de la pop culture. C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour cette série en 3 épisodes sur le parcours d'un des catcheurs les plus légendaires de l'âge d'or de la WWE. Dans l'épisode précédent, qui est à ne surtout pas rater, on a pu découvrir toutes les premières années de la carrière de Randy Savage. Un parcours impressionnant où on ressentait toute son intensité, aussi bien dans sa manière quasiment obsessionnelle de préparer ses matchs que dans son éthique de travail que son père lui a transmise. Une intensité qui lui a permis d'être une des plus grandes stars de la fédération et d'avoir une storyline incroyable et imprégnée de réel avec Hulk Hogan. Dans ce nouvel épisode, vous apprendrez entre autres comment son histoire d'amour avec Miss Elizabeth a captivé les fans au début des années 90, alors qu'en coulisses, la réalité de leur relation était beaucoup plus sombre. Avec quel superstar il voulait avoir le dernier match de sa carrière, pour lequel il avait même imaginé une storyline de 2 ans, mais que Vince McMahon lui a refusé. Mais aussi comment sa rivalité avec Jake Roberts, dans laquelle il s'est fait mordre pour de vrai par un serpent, a dû être arrêtée à cause de ses beaux-parents. Et même ce que le commentateur Jim Ross a révélé au sujet de sa personnalité. Et vous ne devinerez jamais la théorie hallucinante derrière son départ de la WWE en 1994. Vous êtes bien sur Johnny Catch, l'incroyable carrière du Macho Man Randy Savage, épisode 2, c'est parti! Après l'explosion des Mega Powers à WrestleMania 5, dans laquelle la place de Miss Elizabeth, sa dulcinée, avait été centrale, Randy Savage est allé encore plus loin dans ce rôle de méchant qu'il avait, en abandonnant officiellement Elizabeth à l'écran pour avoir une nouvelle manageuse, Sensational Sherri. En tant que catcheur, c'était intéressant pour lui, parce que Sherri était très différente d'Elizabeth. Elle pouvait intervenir dans les matchs, subir des prises, rendre Savage encore plus détestable pour les fans. Elle était également bien plus extravertie, l'antithèse d'Elizabeth en fait. Ce qui était bien dans cette nouvelle association, c'est qu'en coulisses, il n'y avait aucun problème de jalousie entre les deux femmes. Au contraire, Elizabeth faisait totalement confiance en Sherri, et elles sont même devenues amies. Selon l'officiel Bruce Pritchard, Sherri ressemblait au Macho Man dans la vraie vie, dans son côté perfectionniste, puisqu'elle aussi attachait énormément d'importance à ses tenues, dont elle changeait régulièrement, et était très attentive aux détails, comme son maquillage par exemple. En tout cas, aux yeux des spectateurs, au printemps 1989, cette espèce de triangle amoureux entre le Macho Man, Miss Elizabeth et Hulk Hogan semblait avoir eu définitivement raison de ce couple qu'ils avaient l'habitude de voir depuis 4 ans à ce moment-là. A mes yeux, ce duo entre Randy Savage et Sensational Sherri va surtout avoir 3 gros temps forts les mois suivants. Et vous allez voir qu'ils sont quand même très mémorables. Le premier, c'est le main event de SummerSlam en 1989, dans lequel le Macho Man sera associé à l'effrayant Zeus pour aller défier Hulk Hogan et son collègue Brutus Beefcake, qui avaient même Miss Elizabeth de leur côté. Ce match était une manière de faire la promotion du film Cadence de combat, dans lequel Hogan et Zeus s'affrontaient justement. On notera donc qu'une fois de plus, le Macho Man se retrouvera face au Hulkster, avec qui il s'entend de moins en moins depuis leur storyline quelques mois avant, qui était imprégnée de réel. Dans ce match que les Babyface vont gagner, on peut remarquer que le leader des Hulkamaniacs va justement ne pas du tout vendre la descente du coude que Randy lui a faite à un moment. Ce que certains ont vu comme un acte égoïste pour rabaisser Savage, que Hulk aurait vu de plus en plus comme une menace pour sa position dans la compagnie. Ce qui est quand même assez paradoxal entre les deux hommes, c'est que le Macho Man a pu déclarer à propos de lui « Hogan essaiera de sucer le sang de n'importe qui pour se faire mousser. À chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose de bien, tu relevais la tête et tu voyais que Hogan était là. » Mais en même temps, c'est déjà arrivé à cette époque que le Macho Man appelle son rival à 4 h du matin parce qu'il avait eu une idée pour leur match. Hogan disait d'ailleurs que Randy était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup trop. En tout cas, leur relation était mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Le deuxième gros temps fort de cette association entre Savage et Sensational Sherri sera tout simplement son couronnement en septembre, où ils deviennent officiellement le Macho King et Queen Sherri. Et c'est à noter qu'il a gagné ce titre non pas en remportant le tournoi King of the Ring, ce qu'il avait fait en 1987 par ailleurs, mais en battant celui qui était le roi juste avant et qui a donc perdu ce prestige, Jim Duggan.
Personnellement, je trouve que cette nouvelle gimmick royale était une excellente manière de se renouveler pour Randy et de pousser encore plus loin son côté heel et arrogant. Regardez cette classe et cette puissance quand ils se font porter par leurs serviteurs. Pour l'anecdote, l'homme qui se faisait appeler The Genius et qui a fait le discours lors du couronnement, c'est tout simplement Lanny, le frère de Randy dans la vraie vie. Et justement, le troisième gros temps fort va être un match à WrestleMania 6 devant environ 67 000 personnes à Toronto. Entre d'un côté le Macho King et Sherry, et de l'autre la légende Dusty Rhodes et Sapphire. Cette rivalité avec le père de Cody Rhodes continuera d'ailleurs les mois suivants. Ce qui est remarquable, c'est qu'il s'agit ni plus ni moins du premier match par équipe mixte de l'histoire de la WWE. Apparemment, à cette période, Sapphire s'était fait crier dessus par Sherry parce qu'elle portait la même tenue tous les jours et que cette tenue sentait mauvais. Elle l'aurait même forcé à prendre une douche. Quant au Macho Man, il avait été en colère ce jour-là à WrestleMania et avait failli se battre avec Brutus Beefcake parce que ce dernier avait coupé les cheveux de son frère Lanny alors que celui-ci n'avait a priori pas été mis au courant. Mais la rivalité la plus marquante des années de Savage en tant que heel selon moi, c'est celle qu'il a eue contre l'Ultimate Warrior et qui mènera à une des scènes les plus émouvantes de l'histoire du catch. Déjà, il faut savoir que le Warrior avait quand même détrôné Hulk Hogan à WrestleMania 6 et que l'enjeu de cette feud contre Randy Savage, qui lui a fait perdre sa ceinture après une intervention sauvage, c'est le cas de le dire, sera énorme. Le perdant de leur match à WrestleMania 7 devra prendre sa retraite. C'était la première fois qu'il y avait un tel enjeu dans un match de premier plan. Apparemment, cette stipulation avait aussi été imaginée pour permettre au Macho Man de prendre du repos, en sachant qu'il s'était aussi cassé le pouce à cette époque. Pour moi, ce match était extraordinaire en termes de storytelling. On avait ce moment où le Warrior croit avoir perdu ses pouvoirs que ses dieux lui ont donnés et semble abandonné. Ce moment où Savage fait 5 finishers d'affilée sur l'Ultimate Warrior et où ce dernier se relève. Ce final visuellement incroyable où le Warrior a gagné en faisant le pin debout en posant son pied sur son adversaire terrassé. Et un acte fort du Macho Man pour mettre en avant son rival alors que c'est quand même humiliant. Figurez-vous d'ailleurs que selon Sherry, Savage avait faxé une 30aine de pages au Warrior avant leur match et qu'il l'avait écrit en entier. Après leur match, Sherry va justement le tataner puisqu'elle se retrouve désormais sans travail à cause de cette défaite. Mais là, Miss Elizabeth, qui était dans le public, arrive en courant dans le ring et vient sauver son ex. Et on a là une scène incroyablement bien jouée et bien écrite à mon humble avis. Sans dire le moindre mot, Macho Man va d'abord être méfiant en croyant que c'est Elizabeth qui vient de le frapper. Puis, petit à petit, il se rapproche jusqu'à cette réconciliation superbe et émouvante. 2 ans après leur séparation, ils se retrouvaient. Pouvez-vous seulement imaginer qu'il y avait plein de fans qui pleuraient dans le public en voyant ce moment? C'était magnifique. Et Randy va même insister pour ouvrir le ring, en quelque sorte, à sa dulcinée, alors que dans le passé, c'était toujours elle qui le faisait. Désormais, il était certes à la retraite, mais avec Elizabeth, ils étaient à nouveau ensemble à l'écran. Selon le journaliste Dave Meltzer, mettre Savage à la retraite malgré sa grande popularité était une manière que la WWE avait trouvée pour inciter les fans à écrire à la fédération pour demander à ce qu'ils recatchent. Et après, la compagnie aurait les adresses de ses fans pour pouvoir ensuite leur envoyer des catalogues avec des produits à acheter. Un stratagème à la Sun Tzu que Vince McMahon faisait à cette époque. C'est beau aussi de faire remarquer qu'un vrai lien personnel s'était créé entre Elizabeth, Sherry et Savage. Et que le jour de ce WrestleMania qui marquait la fin de la collaboration entre le Macho Man et Sherry, le couple lui a offert un masque du fantôme de l'opéra avec un collier pour la remercier pour ces 2 années, ce qui avait touché Sherry. Par la suite, Randy va demander Elizabeth en mariage à l'écran, dans une histoire d'amour qui a vraiment captivé les fans, et qui aboutira quand même au main event de SummerSlam 1991, le match Made in Heaven, dans lequel on assistera à leur mariage. Toute cette séquence était à mes yeux d'une grande classe, avec beaucoup d'élégance, d'émotion, un jeu d'acteur excellent. On peut dire que les spectateurs ont vraiment été embarqués dans cette romance iconique, puisque ce SummerSlam avait suscité 405 000 achats de pay-per-view, alors que WrestleMania en avait suscité 400 000 quelques mois avant. C'est la seule fois de l'histoire de la WWE que SummerSlam a engendré plus d'achats de pay-per-view que le WrestleMania de la même année. Et ce jour-là, c'était vraiment un jackpot total pour le couple, puisque pour ce mariage dans ce show, Randy a été payé 75 000 $, soit autant que Hulk Hogan qui lui avait un match, et Elizabeth 50 000 $,
soit autant que le sergent Slaughter qui catchait. Par contre, les fans avaient la possibilité de parler à Randy ou à Elizabeth au téléphone ce jour-là, dans un appel à 1,49$ par minute. En tout cas, toute cette romance et ce storytelling de long terme sur plusieurs années était superbe et vraiment idyllique. Mais restez bien jusqu'au bout de cet épisode et sortez le popcorn, parce qu'on va voir comment on est passé à l'écran comme en coulisses, du paradis à l'enfer. Et pourquoi Randy Savage, qui était peut-être la superstar la plus populaire à l'été 1991, a claqué la porte de la WWE 3 ans plus tard. À l'automne 1991, la belle histoire entre Randy Savage et Miss Elizabeth va prendre une tournure bien plus sombre. Déjà, un élément à prendre en considération, c'est que cette retraite du Macho Man à WrestleMania 7 n'allait bien évidemment pas être respectée bien longtemps. Encore plus après que l'Ultimate Warrior a été suspendu indéfiniment à ce moment-là, et que Vince McMahon avait donc besoin de superstars de premier plan et actives pour porter la compagnie. Et c'est ainsi qu'on a donc eu la mise en place d'une nouvelle rivalité qui va mener à un des moments les plus choquants de l'histoire de la WWE, comme vous allez voir. Tout a commencé lors de la réception que Savage et Elizabeth avaient organisée dans la foulée de leur mariage. Ils y ont eu la désagréable surprise de découvrir un serpent dans un de leurs cadeaux. C'était l'œuvre de Jake Roberts, cet excellent heel. Et quelques semaines plus tard, alors que Roberts le prenait à partie dans une promo en disant qu'il s'était ramolli et que désormais il se cachait derrière la jupe d'une femme, le Macho Man, fidèle à son surnom, ne va pas se laisser manquer de respect de la sorte. Et il va avoir la mauvaise idée d'aller dans le ring. Mais là, un moment hallucinant et très choquant a eu lieu. Alors que Roberts avait réussi à coincer Savage dans les cordes, le heel a envoyé son cobra sur son rival, qui l'a mordu au bras. C'était une scène vraiment dérangeante, que la WWE a même dû censurer, dans laquelle le reptile ne lâchait pas prise et martyrisait Savage encore plus longtemps que prévu. Et le pire dans cette séquence, c'est que tout était 100% réel par le trident de Poséidon. Effectivement, c'est un serpent dont on avait retiré le venin, et les coulisses autour de cette morsure terrifiante sont folles. Apparemment, avant d'accepter que le serpent le morde, le Macho Man était allé voir Roberts en coulisses, en lui demandant s'il était certain qu'il n'avait plus de venin. Et malgré son collègue qui lui disait qu'il n'aurait aucun problème, Randy n'avait pas confiance. Il voulait en avoir la preuve, parce qu'il disait qu'il y avait beaucoup de personnes dans les vestiaires qui aimeraient bien le voir mort. Alors, accrochez-vous, Savage a obligé Roberts à se laisser mordre par son serpent, et à ne surtout pas bouger pendant 10 minutes, pour s'assurer qu'il n'était pas empoisonné et encore vivant. Et c'est ainsi que Savage a donc accepté de se faire mordre, malgré le fait qu'il se soit disputé avec Elizabeth, qui ne voulait pas qu'il le fasse. Et ce n'est pas tout, il faut savoir que le show était enregistré, et qu'en réalité, la scène a été encore plus longue, parce que le cobra ne lâchait pas le bras de Randy, ce qui a suscité la panique en coulisses. Heureusement, Roberts a fini par réussir à retirer le reptile. Et en termes d'intensité, de jeu d'acteur, y compris de Roberts, la scène est une des plus marquantes que j'ai jamais vues à la WWE, personnellement. Et elle a laissé des traces, puisque comme Savage le raconte, « Mon bras a gonflé comme un ballon pendant des jours. 5 jours après, ils ont dû m'emmener à l'hôpital avec une fièvre de 40 degrés. C'est incroyable d'arriver à l'hôpital et de dire au docteur que j'avais une morsure de serpent. Au final, la fièvre est partie. Ils m'ont donné des antibiotiques et heureusement, le serpent n'avait pas de venin. Mais 12 jours plus tard, le serpent est mort. Il n'avait plus de venin, mais peut-être que moi j'en avais. Jake Roberts m'a dit « T'as tué mon serpent, mec ». Par la suite, ils ont même dû arrêter cette rivalité incroyable qui aurait pu aller jusqu'à WrestleMania parce que les parents d'Elizabeth étaient excédés après que Roberts ait donné un coup à leur fille en plein visage durant le pay-per-view Tuesday in Texas. Ils étaient tellement en colère qu'ils avaient banni Randy Savage de leur maison. Ensuite, après être finalement sorti de cette retraite, Randy Savage a eu une rivalité avec le Nature Boy Ric Flair, qui lui prétendait avoir eu une liaison avec Miss Elizabeth avant qu'elle se mette avec Randy, pour le rendre fou. Flair avait même embrassé Elizabeth à WrestleMania en 1992, dans un match sanglant et intense que Savage a fini par gagner pour à nouveau devenir champion. C'est intéressant de souligner que jadis, Ric Flair a déjà été sur la route plusieurs fois avec Angelo, le père de Randy, dans les années 70. Et que même le Nature Boy a dit à propos du Macho Man qu'il avait beaucoup de mal à se détendre et arrêter de se prendre la tête pour tout. Une tendance qui est vraiment récurrente dans son parcours.
Est-ce que ce tempérament très obsessionnel à ne faire confiance en personne et à vouloir tout contrôler a fini par détruire la relation du Macho Man avec Miss Elizabeth? Hélas, la réponse semble être oui. Puisqu'en août 1992, un an après leur mariage fictif et paradisiaque à SummerSlam, ils ont divorcé dans la vraie vie. Dans une lettre qu'il a écrite et qui a été publiée dans le WWE Magazine, Savage annonçait la nouvelle aux fans. Et c'était d'ailleurs une des rares fois à l'époque où la vie privée d'une superstar était évoquée. Et quand on apprend la réalité derrière les caméras de cette relation, ce divorce peut se comprendre. Selon des personnes qui étaient en coulisses à l'époque, Savage avait l'habitude d'enfermer Elizabeth dans une pièce quand c'était à lui d'aller catcher et qu'il ne pouvait pas la surveiller. Et personne n'était autorisé à y aller. Quand ils étaient au restaurant et que des clients avaient le malheur de regarder Elizabeth, le Macho Man se levait et allait leur dire d'arrêter. Il était avec elle 24 heures sur 24. Et quand il était sur la route et elle non, il l'enfermait de l'extérieur dans leur maison, où elle restait comme prisonnière pendant plusieurs jours. A priori, selon des amis à elle, Elizabeth souffrait de troubles de l'alimentation et avait de gros problèmes de confiance en elle. Apparemment, elle a toujours essayé de se transformer en ce qu'elle pensait que l'homme dans sa vie voulait. Selon Sherry, l'ancienne manageuse du Macho Man, Randy et Elizabeth étaient très jaloux et protecteurs. Et il faut également prendre en compte la vision de l'histoire que partagent son frère Lanny et l'Ultimate Warrior, qui appréciait Savage. Ils disent qu'à l'époque, les vestiaires de la WWE étaient un environnement où régnait la débauche, avec des gars qui se baladaient quasiment nus dans les couloirs, et qui étaient sans scrupules, voire même des pervers. Alors selon eux, Randy n'a fait que protéger la femme qu'il aime de tout cela. Et quand on connaît le destin d'Elizabeth après leur divorce, que vous découvrirez bientôt, on peut se demander ce qui serait arrivé si elle avait encore été protégée de tout ce milieu les années suivantes. Randy, quant à lui, et comme on l'a vu précédemment, accuse Hulk Hogan d'avoir joué un rôle majeur dans ce divorce. Et apparemment, Elizabeth s'était même mise en couple avec un ami du leader des Hulkamaniacs. Alors autant d'un côté, on a Savage qui dit que Linda, la femme du Hulkster, et qui était censée être la meilleure amie d'Elizabeth, a comme par hasard arrêté de lui parler dès que Randy et elle étaient divorcés. Comme si la mission de briser leur relation était accomplie. Et de l'autre, on a Hogan qui prétend que Savage est devenu fou avec le temps, en faisant de lui le bouc émissaire de tous ses problèmes, y compris son divorce. En tout cas, le cœur du Macho Man était maintenant brisé. Et vous allez voir que sa carrière va prendre une tournure qu'on n'aurait jamais imaginée, ne serait-ce qu'à WrestleMania en 1992, où il était quand même le champion WWE et au sommet. Mais avant de découvrir la suite du parcours passionnant de Randy Savage, j'aimerais prendre un court instant pour vous demander de mettre un petit like si vous passez un bon moment. C'est pas grand chose pour vous, mais croyez-moi, ça m'aide beaucoup. Avec le petit abonnement qui va bien, vous me mettez royal. On est au Royal Rumble 1993. La WWE est dans une période de transition où son âge d'or, porté par Hulk Hogan, touche à sa fin. Et où elle cherche à se relancer avec de nouvelles superstars comme Bret Hart et Shawn Michaels. Mais dans le dénouement de ce Rumble, on retrouve le Macho Man. Lui qui ne l'a jamais gagné, va-t-il devenir la locomotive de la fédération après ce divorce douloureux? Le sumo Yokozuna est à sa merci. Randy fait sa descente du coude. On semble vivre son grand moment, mais là, il fait une tentative de pin, alors qu'on est dans une battle royale où il faut faire passer ses adversaires par-dessus la troisième corde. Clairement, il n'en sort pas très grandi. Mais par contre, cela permet à Yokozuna de l'éliminer de façon spectaculaire, en le projetant en dehors du ring en restant par terre. Et c'est comme un symbole. Aux yeux de la WWE, le Macho Man est en fin de cycle, et une nouvelle génération est là pour prendre le relais. Dans cette logique, la compagnie va donc lui donner un nouveau rôle, celui de commentateur. Alors que Savage était encore le champion WWE en septembre 1992, à partir du lancement de Monday Night Raw en janvier 1993, la nouvelle émission hebdomadaire de la fédération, il va essentiellement être cantonné à la table des commentateurs, et de moins en moins catché dans des événements importants. L'illustration la plus parlante de ce nouveau rôle est clairement WrestleMania 9, quelques mois plus tard. Il n'y a même pas de match, et se retrouve aux commentaires avec un certain Jim Ross, dont c'était le premier show WWE en tant que commentateur. Et d'ailleurs, cette collaboration avec JR aux commentaires ne va pas bien se passer, puisque selon l'homme au chapeau, Randy Savage ne faisait confiance en personne. À ses yeux, malgré son immense talent, le Macho Man était beaucoup trop paranoïaque. Quand Jim disait quelque chose aux commentaires, Randy lui demandait très souvent pourquoi il avait dit telle chose, ce qu'il sous-entendait.
Et pour Jim Ross, travailler avec Savage n'a pas été une expérience agréable. On notera tout de même que quand il s'agissait d'encourager le 1-2-3 Kid, qu'on connaîtra plus tard comme X-Pac, Randy se laissait davantage aller, puisque c'est déjà arrivé qu'il se mette debout pendant ses matchs, et qu'il incite le public à l'encourager. En fin de compte, un an plus tard, à WrestleMania 10 et à l'âge de seulement 41 ans, Randy Savage aura ce qui restera son dernier match télévisé à la WWE. Ce sera un Falls Count Anywhere contre Crush qu'il gagnera. Et pour l'anecdote, ce jour-là, il avait été en colère contre Shawn Michaels et Razor Ramon, qui ont eu à ce show un des meilleurs matchs de l'échelle de tous les temps. Et justement, leur match avait été bien plus long que prévu, et à cause d'eux, un autre match avait dû être annulé, et ces catcheurs-là n'ont donc pas pu être payés. Savage a dit à Ramon « Tout d'abord, je veux dire que vous avez eu un super match. Deuxièmement, je veux dire que vous êtes tous les deux très égoïstes. » En tout cas, à l'automne 1994, Randy Savage quittait la WWE. Et dans la foulée, il signait chez la compagnie rivale de la World Championship Wrestling, ce que Vince McMahon a très mal pris. Comment en est-on arrivé à ce point de non-retour? C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Si on prend du recul, on peut vraiment voir deux raisons principales derrière la rupture entre le Macho Man et la WWE. Et c'est essentiel de prendre conscience de l'importance de cet événement. On parle tout de même du départ définitif de la compagnie, d'un catcheur qui encore peu de temps auparavant était la plus grande star de la fédération avec Hulk Hogan, et qui suscitait un intérêt important des fans. La première explication derrière ce divorce professionnel, si on peut l'appeler comme cela, se devine déjà dans le parcours du Macho Man dans les 2 années qui ont précédé son départ, et ce nouveau rôle qu'on lui a donné. Selon Vince McMahon, il faisait désormais partie du passé, de cette génération qui avait certes beaucoup apporté de succès à la WWE, mais qui devait maintenant laisser la place à une nouvelle. Si on combine à cela le fait qu'avec son divorce qui lui a brisé le cœur, Randy disait lui-même qu'il sentait qu'il ne pouvait pas donner 100% dans le ring, il n'en fallait pas plus que cela pour que Vince McMahon cantonne Savage à ce rôle de commentateur, et laisse l'Undertaker, Bret Hart, Yokozuna et d'autres prendre la relève. Mais à mon humble avis, la WWE a été trop extrême dans son changement de cap, en décidant quasiment du jour au lendemain de tout miser sur des catcheurs qui n'étaient pas encore d'aussi grandes stars que le Macho Man par exemple. Ce dernier trouvait également que cela aurait été plus pertinent de faire travailler cette nouvelle génération avec des gars plus établis, comme lui, pour les faire progresser. Il a même avoué que quand il était commentateur, il attendait que la WWE se rende compte de leur erreur stratégique pour qu'ensuite il refasse appel à lui. Et il faut quand même souligner que même si la compagnie lui donnait un nouveau rôle, cela n'a pas empêché le Macho Man de le faire avec plaisir. Et plus particulièrement lorsqu'on lui demandait de jouer l'ambassadeur de la WWE, ce qui est également arrivé. Son frère Lanny a dit de lui qu'au contraire, Randy était très heureux et sincère de pouvoir se servir de sa notoriété pour faire passer un bon moment aux autres. D'ailleurs, une information de laquelle il sort clairement grandi, c'est qu'il est allé lire un poème de Noël, The Night Before Christmas, à des enfants à risque dans la ville de Tampa, en Floride, 11 années d'affilée. Un beau geste de sa part. La deuxième explication derrière cette rupture, c'est que non seulement Randy Savage voulait recatcher dans des matchs importants, alors que la WWE ne voulait pas, mais aussi que le Macho Man rêvait d'une rivalité, et pas n'importe laquelle. Une rivalité avec le Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Randy avait imaginé tout un programme entre eux de 2 ans qui se serait terminé par un match à WrestleMania dans lequel HBK aurait enfin réussi à le battre, après lequel Savage aurait pris sa retraite. Aux yeux du Macho Man, Michaels était le plus grand talent qu'il avait jamais vu. Et après toutes ces années de frustration pendant lesquelles il n'avait jamais réussi à faire mieux que son célèbre match contre Ricky Steamboat à WrestleMania 3, il pensait qu'avec Michaels, il aurait enfin l'occasion de faire mieux et de se retirer après un dernier chef-d'œuvre. Il avait vraiment imaginé toute une chronologie très précise selon son frère Lanny, avec d'abord une scène dans laquelle Randy et Shawn auraient trinqué pour célébrer la carrière de Michaels et où Savage lui aurait cassé une bouteille de champagne sur la tête, puis une série de matchs dans toutes les villes pour sans cesse s'améliorer, et enfin un affrontement final au Showcase des Immortels dans lequel Michaels aurait mis en jeu ses cheveux et Savage sa carrière. Mais hélas, Vince McMahon n'a pas été convaincu. Et il faut malgré tout avoir à l'esprit que ces années-là, la WWE était dans la tourmente à cause du scandale des stéroïdes qui avait éclaté au grand jour, et que Vince n'a probablement pas trop voulu remettre en avant le Macho Man, qui a déjà admis en avoir pris. On peut dire que ce projet non abouti de match final contre Shawn Michaels restera peut-être le plus grand regret dans la carrière du Macho Man.
Alors en connaissant ces explications derrière le départ de Randy Savage de la WWE, on pourrait se dire qu'il s'agit avant tout d'un contexte général qui a mis fin à sa relation avec la compagnie et qu'une réconciliation pourrait être envisageable à l'avenir. Mais il y a d'autres éléments qui ont joué et qui n'ont pas aidé la relation à s'améliorer. Déjà, selon certaines rumeurs, Randy Savage aurait promis à Vince McMahon qu'il prendrait sa retraite en 1994 et qu'il n'irait pas dans la fédération concurrente de la WWE, ce qu'il n'a donc pas respecté. Et puis, en 1993, le Macho Man est devenu le visage et la voix de Slim Jim, une marque de snacks salés, ce qui lui a permis d'être encore plus présent dans la culture mainstream. Et pour votre information, après avoir fait appel à Randy, Slim Jim a doublé ses ventes en l'espace de 4 ans. C'était un contrat qui rapportait $1 million au Macho Man. Et au moment de quitter la WWE, il est parti avec, en quelque sorte. Alors que Vince s'attendait à garder ce contrat, qui était bien évidemment très intéressant pour la compagnie. En tout cas, McMahon l'a eu mauvaise. Et pour toutes ces raisons, le lien du Macho Man avec la WWE semblait rompu à jamais. À moins que ce soit pour une autre raison bien plus mystérieuse. Au début de l'année 1996, la WWE mettait en scène un segment dans lequel le Macho Man, tout comme Hulk Hogan, était ridiculisé, dans une parodie qu'il n'a pas du tout appréciée. Il y était renommé le Nacho Man. Alors c'est vrai que c'était la guerre avec la WCW et que tous les coups étaient permis, d'autant plus que les deux hommes avaient trahi Vince à ses yeux. Mais contrairement à Hogan, Savage ne reviendra jamais à la WWE. Et derrière cette parodie, on peut quand même lire une rancœur profonde de McMahon envers lui, et une volonté de le blesser. On se moquait de sa calvitie sur le haut de son crâne, qui était un sujet sensible pour lui, et de sa relation avec Miss Elizabeth, puisqu'une liaison entre elle et Hulk Hogan était sous-entendue. Et si la véritable raison du départ du Macho Man était ailleurs ? Accrochez-vous, parce que par la foudre de Zeus, c'est une des théories du complot les plus folles de l'histoire du catch. Selon certains, l'explication majeure derrière ce qui serait en réalité le licenciement du Macho Man serait la suivante. Il aurait eu une liaison avec la fille du patron, Stephanie McMahon, durant les mois avant son départ. Et les deux tourtereaux l'auraient caché à Vince, qui avait pourtant mis en garde ses catcheurs en disant qu'il ne fallait pas toucher à Stephanie. Il faut également réaliser qu'au moment où cette liaison aurait eu lieu, Stephanie n'avait que 16 ans, ce qui correspond à peine à la majorité sexuelle dans le Connecticut, l'état où elle vivait. Et Randy Savage, lui, en avait 40, soit juste 7 ans de moins que son père. Une ex-petite amie du Macho Man confirmera plus tard qu'il préférait les femmes bien plus jeunes que lui, et que lors d'une soirée à la plage où ils avaient pris de l'ecstasy, il lui avait avoué tout ce qu'il s'était passé avec Stephanie. Cette dernière était apparemment une fan de Randy et était attirée par les hommes plus âgés et musclés. Plus tard, lorsque Triple H, le mari de Stephanie, traitera Savage de dinosaure, Randy avait répondu en lui disant qu'il lui volerait son épouse et qu'il ne la lui rendrait peut-être pas, ce qui pourrait ne pas être anodin. Bien qu'on ne saura probablement jamais si cette affaire a bel et bien eu lieu, on peut imaginer que si c'était le cas, Vince McMahon aurait eu des rancœurs personnelles envers Savage. En tout cas, le fait est que la carrière du Macho Man regorge de coulisses fascinantes. Et c'est loin d'être fini. Dans le prochain épisode, vous découvrirez entre autres l'échange touchant que le Macho Man a eu avec son père à l'époque où il était à la WCW, une compagnie qu'il a même failli racheter. Et même comment il a sorti un album de rap en 2003, dans lequel il prenait notamment à partie Hulk Hogan. Mais aussi comment sa paranoïa a pris des proportions encore plus démesurées avec sa nouvelle petite amie. Et les secrets bouleversants derrière sa mort tragique en 2011. Et vous ne devinerez jamais ce qu'il faisait sur le tournage du premier Spider-Man. En tout cas, on a pu se rendre compte à quel point, en l'espace de quelques années, le Macho Man est vraiment passé du tout au tout, aussi bien professionnellement que personnellement. Il est passé de retrouvailles émouvantes à l'écran avec Miss Elizabeth à un divorce qui lui a brisé le cœur. D'un titre de champion à WrestleMania en 1992 à un rôle de commentateur frustrant, forcé de laisser la place à une nouvelle génération. Et j'ai un débat à vous proposer à ce sujet. Est-ce que selon vous, la WWE aurait dû le laisser avoir cette rivalité finale avec Shawn Michaels, comme lui l'aurait voulu ? Venez en discuter dans les commentaires, je me demande bien ce que vous en pensez, et ce sera intéressant de partager nos avis, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous avez passé un bon moment, merci de mettre un bon gros pouce bleu à ce documentaire, et on se dit à très bientôt pour l'épisode final. N'oubliez jamais qu'on est ensemble. Prenez soin des vôtres, et à bientôt sur Johnny Catch.